Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir à vous. Merci de vous connecter. Merci d'être à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un invité, Jérémy Kewell, voilà, qui est notre premier, on va dire, champion ivoirien qui a participé aux Jeux Olympiques. Donc on va discuter avec lui pendant au moins une heure pour apprendre, je dis, sur sa discipline. Voilà. C'est vrai que je suis un papato, mais moi-même, j'ai beaucoup de choses à apprendre sur l'escrime. Voilà, vous aussi, je pense. On va découvrir son quotidien. Il va essayer de nous montrer comment est-ce que il arrive à réaliser tout ce qu'il fait, voilà, au niveau de son quotidien. Donc, il est là. Il va nous envoyer la demande dans peu de temps. Et puis, on pourra débuter le live. Mais en attendant, vous pouvez déjà commencer à laisser vos questions. Voilà. Pour qu'au fur et à mesure, je puisse remonter vos interrogations, vos messages et qu'ils puissent répondre. Bonsoir à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je vois des sportifs qui sont connectés. Je vois de ceux que j'appelle les fidèles ambassadeurs qui sont avec nous, qui nous suivent depuis bien longtemps. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous me recevez, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire top? C'est top au niveau de l'audio. Donc, si vous m'entendez correctement, vous pouvez mentionner, s'il vous plaît, un message que c'est bon au niveau de l'audio. Ok, d'accord. Merci bien, Samuel. Donc là, déjà, au niveau de l'audio, c'est bon. Au niveau de la vidéo, Jérémy est là. On attend juste qu'il envoie la requête pour qu'on puisse le faire monter. Merci bien, Steph Jimat. Ok. Bon. Là, Jérémy nous a envoyé que Instagram puisse faire monter Jérémy. Et puis, on va débuter. Donc, en attendant que, je vais dire, Instagram valide la demande, voilà, au niveau de Jérémy pour qu'on puisse, je vais dire, débuter avec lui. Je rappelle que nous serons avec JFK, voilà, pour les intimes. Donc, Jérémy Kewell, qui a participé aux Jeux Olympiques Paris 2024 en tant qu'escrimeur sous la bannière, sous le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc, d'accord, Jérémy, tu peux essayer de relancer la demande, s'il te plaît, parce que Instagram me dit que c'est impossible de valider. Donc, si tu peux relancer, comme tu es déjà connecté. Donc, n'oubliez pas. Ah, ok, Jérémy est là. C'est bon. Attends, faut que j'enlève ici. Ok. Salut. Bonsoir, Jérémy, comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais très bien aussi. Un petit peu comme ça. On voit mieux. Voilà. D'accord, donc, bonne arrivée. Merci. Ok. Là, on va débuter notre moment de direct. On va échanger pour que tu puisses nous faire découvrir, nous faire connaître le monde de l'escrime. C'est vrai. C'est une, voilà, c'est une discipline qui n'est pas trop connue ici en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, avec toi, surtout avec ton statut, on va dire, de premier escrimeur ivoirien aux Jeux Olympiques.
Donc, tu vas véritablement nous dire comment est-ce que ça se passe, la réalité de ton quotidien. Et puis, on va dire, espérer que tu puisses être une porte, une vocation pour qu'on ait beaucoup plus d'escrimeurs ivoiriens dans les années à venir. C'est ça, c'est l'objectif. D'accord. Donc, je vais déjà te laisser te présenter. Ok. Alors moi, c'est Jérémy Fafa Keruel. Donc je suis français de mon père et ivoirien de ma mère. Donc du côté ivoirien, je suis de Divo, donc Dida de Divo. Et puis j'ai 30 ans. J'ai commencé l'escrime en 2000. Donc ça fait 25 ans que je fais de l'escrime et j'ai rejoint la fédération ivoirienne à l'été 2016. Mais j'étais D'accord. déjà en contact avec la fédération depuis 2010, quand elle a commencé, justement. D'accord. Quand tu as dit que tu es de Divo, bon, je vais dire que je souriais parce qu'actuellement, même, je suis à Divo. Voilà, à la maison. Moi, c'est Lakota, tout ça. C'est ces coins-là, quoi. Ok, d'accord. Donc, tu as déjà fréquenté Divo, Lakota? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois. En fait, à chaque Ok, fois que je vais en Côte d'Ivoire, comme depuis petit, j'y suis allé en 2000. Après, il y a eu les ok. soucis au pays, donc je suis pas allé pendant quelques années. Et j'y suis retourné après 2007 ou 2006. Et à partir de là, j'y allais à peu près tous les 2 ans. Et à chaque fois que j'y vais, comme il y a ma grand-mère qui est toujours là-bas, ma grand-mère maternelle, donc on essaie toujours de passer soit au village, si elle est en bonne santé, si elle est en moins bonne santé, elle est chez un tonton en ville, à Divo, donc on va la voir à Divo. D'accord, ok. Donc, tu as quelques mots même en Dida que tu comprends? Non, pas trop. Non, je comprends pas vraiment le Dida. Maman, quand j'étais petit, elle parlait un petit peu, mais dur de comprendre. Hop, ah c'est bon. D'accord, ok. Non, c'était à mon niveau. J'avais reçu un appel là. Hmm. Non, je disais que maman, il y a des moments, je l'entendais parler au téléphone, mais très dur de comprendre. Et même elle, elle a pas tout le vocabulaire et tout. Et j'ai dit non, je vais pas le mettre à apprendre le Dida. D'accord, ok. Donc là, actuellement, tu es où? Là, actuellement, je suis en banlieue parisienne, dans le 77. D'accord, ok. C'est là. Mais je, je vais dire dans mon actualisation, lorsque je faisais mes recherches, récemment, tu es allé aux États-Unis pour la préparation, c'est ça? C'est ça. En fait, mon coach avec qui on a travaillé pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques, lui, on était ensemble sur Paris. Après, il est parti aux États-Unis. Et donc, du coup, j'essaye à chaque fois d'aller le voir une fois par an ou 2 fois par an pour qu'on s'entraîne ensemble. Et donc là, pour de la préparation olympique, on est parti s'entraîner là-bas parce que c'était plus efficace pour s'entraîner d'être aux États-Unis plutôt que de rester en France. D'accord. Quand tu parles d'efficacité pour l'entraînement, c'est quoi concrètement? Les infrastructures, c'est quoi? C'est en fait en France le problème qu'on a aussi ici, c'est que les infrastructures sportives appartiennent à la mairie. Donc Ok. ça veut dire qu'on n'a pas accès tout le temps aux installations. Ce qui fait que même aujourd'hui, quand on demande des salles pour s'entraîner le matin dans ma ville ou dans d'autres villes, ils nous disent que non, ils gardent la salle d'escrime qui est dédiée à l'escrime pour les enfants, pour les primaires, s'il pleut au cas où. Donc ça veut dire qu'on a du mal à s'entraîner, on n'a que les créneaux qui sont donnés. Et en plus, comme c'était les vacances d'été, aux États-Unis, c'est le moment où ils font leur championnat national. Donc ça veut dire c'est le moment encore où tout le monde s'entraîne. En France, tout le monde arrête de s'entraîner quand la saison sportive est terminée. Donc, Ah, ok, d'accord. plus Donc, simple. Voilà, ils ont un calendrier, on va dire, différent dans chaque championnat. Donc, toi, on peut dire que ça te facilite dans la mesure où pendant la saison en France, tu es là-bas, et puis pendant la saison sportive aux États-Unis, tu viens maximiser. c'est ça. Parce que souvent, nous, on a les championnats du monde en été, fin juillet. Donc, j'essaye d'aller aux États-Unis avant, soit avant les championnats d'Afrique qui sont fin juin, soit entre les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Et j'essaye d'aller m'entraîner avec lui justement là-bas. Après, je reviens et je participe aux dernières compétitions, quoi. Donc, quand tu vas aux États-Unis, généralement, c'est pour une période de combien de temps? Ça dépend, mais on va dire
2 semaines à peu près. Ouais, autour de 2 semaines, mais là, pour la préparation olympique, je suis resté 5 semaines. D'accord, ok. Et c'est dans quel état? C'est en Pennsylvanie, à Philadelphie. Voilà, comme là, là. D'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord, je vois. Ok. Donc, on va revenir sur l'expérience des JO 2024. Parce que quand je bouquinais un peu, j'ai vu que c'est quand même, ça a été un rêve et puis ça a été une expérience qui t'a vraiment marqué. Tant dans Ah, la difficulté, tant dans l'envie que ça t'a donné de pouvoir continuer et de rêver plus grand. mhm. Ouais, c'est Donc, vrai. Bah, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose, mine de rien. Arrivé à un certain âge, quand j'étais jeune, je dirais 12, 13 ans, c'est quelque chose qu'on voit loin. Qu'on se dit, ah, ce serait beau, mais on sait qu'il y a seulement une élite, une petite partie qui peut participer aux Jeux Olympiques. Et donc, se qualifier aux Jeux Olympiques, ça a été vraiment un peu la consécration de la carrière, de ma carrière sportive. Consécration, j'ai coché un peu une case pour dire, OK, l'objectif numéro un a été de me qualifier aux Jeux Olympiques, il est atteint. Maintenant, l'objectif numéro 2, c'est essayer de se qualifier et de ramener une médaille. Ou de, ou de performer vraiment au maximum que je puisse performer. Donc ça, c'est l'objectif que j'ai pour 2028. ok, d'accord. Tu avais déjà tenté Tokyo 2020, c'est ça, non? Mhm. Ok, donc Tokyo a été ta première tentative au niveau des JO, ça n'a pas marché. Et Et puis, j'ai pas pu finir la qualification en fait. Je me ok, suis blessé, Covid, et donc la compétition que j'ai gagnée pour me qualifier aux Jeux Olympiques de 2024, j'ai pas pu la faire pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est ok, pour ça que j'ai même pas fini tout le processus de qualification. Donc alors que je suis persuadé que 2020 je me serais qualifié aussi. ok, d'accord. Donc, on va aller maintenant sur le processus, puisque tu es quand même le premier Ivoirien, voilà, à pouvoir Masculin. atteindre sur... Masculin. Il y a Ah, une femme aussi. Ouais, c'est pour ça que je oui, précise oui, bien le premier masculin parce qu'il y a une femme oui. déjà qui a déjà participé en 2016 si je me trompe pas. Mais Ok, après d'accord. elle a arrêté sa carrière pas très longtemps après, 1 ou 2 ans après. Ok, d'accord. Donc, c'est bien de préciser, effectivement. Donc, là, on va dire que c'est une porte. Tu restes dans l'histoire. Ça, c'est, je dis, c'est un fait. Tu as été le premier au niveau des hommes. Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que pour les éliminatoires, c'est un nombre de places bien précis pour l'Afrique? Comment est-ce que ça se passe? Alors, les qualifications, si on prend les Jeux Olympiques de 2024, les qualifications commencent en avril 2023. Et Ok, en fait, de avril 2023 à avril 2024, toutes les compétitions rapportent des points au classement mondial, mais aussi rapportent des points pour le classement olympique. Donc, ok, par exemple, ça veut dire qu'à partir d'avril, on a 2 Coupes du Monde qui sont souvent les plus éloignées. Après, on a les championnats continentaux qui rapportent un coût un peu plus élevé, les championnats du monde encore élevés, et après, on recommence la saison donc de septembre jusqu'à avril donc 2024, où toutes les compétitions comptent pour le ranking. Mais après, il y a les qualifications donc individuelles et les qualifications par équipe. Le but souvent des nations, c'est d'essayer de se qualifier par équipe. Parce que qui dit qualification par équipe, dit qu'on a automatiquement 3 places pour les individuels et un remplaçant pour l'équipe. Ça veut dire qu'on a directement 4 personnes qui peuvent participer aux Jeux Olympiques. Nous, on n'a ok, pas d'équipe. On n'a pas d'équipe, du coup, on se concentre sur la qualification individuelle. Et donc, il fallait que je fasse toutes les compètes pour essayer de maximiser les points pour essayer de me qualifier directement aux Jeux Olympiques. Ce qui s'est pas passé. Du coup, après, il reste une dernière étape, qui est l'étape un peu qu'on appelle l'étape coupe-gorge. Parce que c'est le tournoi de qualification olympique. Il y a un tournoi de qualification par continent. Il y a un représentant par pays non qualifié aux Jeux Olympiques. Et oui, par exemple, si on prend dans mon cas, l'Égypte était déjà qualifiée. Du coup, les Égyptiens peuvent pas participer. Un ok, Algérien était déjà qualifié
via le classement mondial. Du coup, les autres Algériens ne peuvent pas participer. Après, on est un représentant par pays et c'est le vainqueur de la compétition qui prend la dernière place pour aller aux Jeux Olympiques. Et Ok, donc, donc cette c'est cette, gagné et c'est comme ça que je me suis qualifié pour les Jeux. donc c'est cette dernière place-là que tu as pu prendre, c'était en Algérie, je crois bien. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, on va dire votre processus est pratiquement semblable au taekwondo parce que je sais qu'aussi Ouais, là-bas, on prend les 8 premiers, je crois, mondiaux par rapport au ranking. Et puis maintenant, les autres, 8 ou 16, je ne sais plus trop. Et puis maintenant, les autres aussi vont se battre pour un TQO au dernier. exactement, c'est à peu près la même chose. Après, on a des quotas différents, mais c'est à peu près le même principe. Il y a les pays qui sont qualifiés, donc on les enlève tout de suite, les pays. Tous les gens qui sont du pays, si tu es qualifié, on les enlève du ranking. Après, il y a les qualifications par continent. Donc, par exemple, l'Europe, les deux meilleurs Européens au classement mondial partent aux Jeux Olympiques. Le meilleur Africain au classement mondial part aux Jeux Olympiques. Et après, tous les autres qui sont pas partis, un représentant par pays participe au TQO. Et comme moi, j'ai pas pu faire les championnats d'Afrique de 2023, donc la compétition la plus importante pour faire les Jeux Olympiques, c'était pratiquement automatique que j'allais devoir partir, que j'allais devoir passer par le TQO, justement. Ok, d'accord. Maintenant, tu as dit qu'on n'a pas d'équipe, on n'a pas de, je dis d'équipe. Alors que je sais que tu as eu une médaille en Ouais. Égypte, c'était en équipe où on a été troisième. Donc, je n'arrive plus à, on avait, mais pour cette On préparation, a- on peut créer une équipe, mais pour se qualifier par équipe, il faut battre les Égyptiens. Et aujourd'hui, les ok, Égyptiens, leur équipe, ensemble, les trois ou quatre participants de l'équipe sont beaucoup trop forts pour qu'on puisse les atteindre. Il n'y a aucun pays encore en Afrique qui peut titiller leur cheville pour le moment. Par exemple, aujourd'hui, la seule médaille aux Jeux Olympiques qu'il y a eu dans mon arme au fleuret par un Africain, ça a été Abou El Kassem en 2012. Depuis 2012 jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière en 2024, il était dans le top 16 mondial. Un autre Égyptien, Hamza, il est cinquième mondial. Et là, il y a un petit jeune aussi qui est actuellement 10e mondial. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe où il y a trois athlètes du top 16 mondial qu'il faut battre. Et donc l'équipe est beaucoup trop dense. Personne peut les battre encore en Afrique. Personne. attends, je comprends. Est-ce que tu as déjà fait une immersion en Égypte pour essayer de comprendre pourquoi ici ils sont si performants? Non, mais après, en fait, le truc, c'est que les Égyptiens, on le voit même dans les trois quarts des sports, beaucoup, Oui. en fait, partent faire des études aux États-Unis. Ok, Par exemple, je sais que Mohamed Hamza, celui qui est justement numéro 5 mondial, il a été diplômé de Princeton, une fac prestigieuse aux États-Unis. L'autre petit jeune, lui, il s'entraîne en Italie et aux États-Unis, et il va rejoindre une fac l'année prochaine aux États-Unis. Donc c'est surtout, en fait, beaucoup partent là-bas pour les études, et pour l'escrime, bah, c'est beaucoup plus simple dans le système américain de s'entraîner et de faire des études et d'être toujours à haut niveau. Mais après, d'accord. l'Égypte, quand même une culture du sport qui est Oui. vraiment bien développée dans tous les sports. C'est pour ça qu'on voit sur les compétitions africaines, l'Égypte reste quand même régulière. Même si elle gagne pas tout le temps, elle reste régulière quand même dans le top. Ah, là, effectivement, tu l'as dit, en termes de culture de sport, de discipline confondue, l'Égypte, c'est au-dessus. C'est ça. On l'a vu même pour les Jeux, quand on a fait les Jeux africains en 2019, l'Égypte, dans tous les sports où ils étaient, ils ont réussi à toujours très bien se placer, peu importe les sports. Il y a une culture du sport qui est quand même plus développée et des moyens qui sont aussi plus mis en place. Moi, je sais que beaucoup de coachs en Égypte, il y avait des coachs qui étaient étrangers, des coachs italiens. Ils font aussi beaucoup de stages. Ils ramènent beaucoup de coachs aussi pour venir faire des masterclass avec les coachs, mais aussi avec les athlètes. Et très tôt, ils envoient les athlètes aussi faire toutes les compétitions. Ce qui fait qu'en fait, les jeunes s'habituent déjà à l'intensité du très haut niveau et c'est quelque chose qu'ils découvrent pas à 25 ans ou à 22 ans ou à 23 ans. Depuis qu'ils ont 15 ans, ils font ça. Donc là, le petit jeune, il est numéro un mondial en moins de 20 ans, mais il est aussi dans le top 10 mondial en senior. Ah oui, je vois, je comprends toute la préparation. Quand tu citais les Égyptiens, je voudrais revenir. Tu as dit, bon, il y a une personne qui est connectée, je ne sais pas si c'est lui, Jad Abou Hassan. Est-ce qu'il fait partie des...
Non. Jab Abou Assad. Ok, ok, d'accord, c'est compris. Donc, parlant de formation aux États-Unis, tel que tu as expliqué le processus universitaire et tout pour performer, est-ce que toi, tu as encore la possibilité, je dis, de t'inscrire dans une fac universitaire? Ça, Je c'est ne mon parle pas de regret. financièrement. Ça, c'est mon regret. C'est la décision que j'aurais dû prendre il y a un moment. Quand en fait, avant, j'étais en équipe de France. J'étais à l'INSEP, l'Institut national du sport en France. Et quand j'ai Oui, rejoint la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir décidé de partir aux États-Unis pour continuer mes études et faire du sport. Ça aurait me permis d'être dans un système, aux États-Unis, on est très vite dans un système très professionnel. Les infrastructures dans les universités sont meilleures que les infrastructures du PSG. En même temps, on étudie, tout est mis en place pour réussir dans le sport et réussir dans ses études. Et c'est pour ça que, tu vois, là, dernièrement, hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo sur TikTok parce qu'avec un ami, on s'est rencontrés sur les réseaux. On veut là justement, on a une idée d'essayer d'aider commencer avec des basketteurs parce que lui il fait du basket. Il est parti aux États-Unis et on veut essayer d'aider des basketteurs ivoiriens. On veut essayer de les placer aux États-Unis pour les études justement. Parce qu'on sait que premièrement les études c'est important. Donc ça leur permettra d'avoir des études de qualité et en plus ça leur permettra de se développer dans le sport énormément. Et pour moi c'est vraiment la route pour vraiment s'épanouir dans le sport et progresser à une vitesse phénoménale. d'accord. Donc là, ça fait partie, parce que j'ai vu que tu as un projet bon, que tu as lancé, ça fait partie de iVox. C'est ça, c'est les trucs que j'essaie de mettre petit à petit en place et après tout va se structurer. Donc là on commence petit petit, on va voir un peu comment on peut faire les choses, comment développer. On commence avec le basket parce que lui est basketteur, il a vécu l'expérience, donc il a des contacts là-bas. Moi, je connais toute la théorie un peu pour comment faire, mais je l'ai pas vécu. Donc j'ai plein d'amis qui sont passés là-bas, mais j'ai pas vécu, donc il a plus de cartes à apporter. Mais après, on aimerait aussi mettre ça à l'athlétisme, mettre ça au volleyball, mettre ça dans d'autres sports, dans tous les sports où on peut mettre. D'accord. Bon, comme nous y sommes, on va revenir après sur les difficultés des JO. Parle-nous de iVox. iVox, c'est quoi? Alors, Evox, c'est un projet que j'ai développé en solo, dans l'idée d'essayer. En fait, je sais que la Côte d'Ivoire, il y a trop de talent. On a trop de talent. Mais les difficultés qu'il y a au pays, X ou Y difficultés, ne permettent pas de faire exploser ces talents-là. Et en fait, je sais pertinemment que nous, les binationaux, ou nous qui avons des situations un peu plus stables, avec des carnets d'adresses plus développés, on est ces personnes-là qui pouvons aider la jeunesse au pays, justement. Ok, Par exemple, voilà, moi, je connais des coachs au basket, je connais des coachs au foot, je connais des coachs tennis, je connais des coachs escrime partout un peu dans le monde. Je sais que je serais plus à même d'aider certains Ivoiriens. J'ai des notions en préparation physique. Peut-être que ça peut intéresser aussi certains et ça va les aider à se développer. On sait aussi que beaucoup passent aussi par le mental et beaucoup peuvent être découragés à cause des infrastructures, à cause du manque peut-être de moyens, de tout ce qui peut se passer. Et moi, c'est ce que je veux apporter aussi, dire que après la pluie, le beau temps. Mais il faut se donner les moyens, il faut pas lâcher. On dit pas forcément que le succès va être obligatoire, mais on veut donner plus de cartes en main pour qu'ils puissent réussir. Et donc le but, ce serait ça, petit à petit, de développer. J'ai eu par exemple Marie-Divine Kwame, qui est franco-ivoirienne, qui a fait médaille aux Jeux Olympiques de Paris en cyclisme, qui est intéressée par le projet. J'ai aussi Marie-Ève, une judokate qui est championne olympique avec l'équipe de France de judo, qui est aussi binationale, qui m'a envoyé un message qui est intéressé. Là, comme je t'ai dit, Sky, le garçon que j'ai rencontré sur TikTok, mon gars, du coup, lui, on s'est rencontrés et il est intéressé aussi pour aider les jeunes, pour le coup, pour le basket. Et donc, en fait, nous, on a ce pouvoir en développant avec nos communautés de pouvoir aider la jeunesse au pays, que ce soit par du mentorat, peut-être du matériel, peut-être par voilà des préparations, des stages, peut-être trouver des moyens pour les emmener faire des stages dans différents pays d'Europe ou pays d'Asie ou États-Unis en fonction de nos contacts. Mais on sait qu'on est plus à même de pouvoir trouver des solutions aussi. ok, d'accord. Waouh, waouh, ça c'est magnifique parce que du moment où tu dis même que tu fais plus, tu vas t'occuper de plusieurs sports, c'est comme si tu as servi de, iVox va servir de trait d'union entre ceux qui sont ici
et ceux qui sont dans des conditions véritablement meilleures, avec Mhm. surtout le stage, la formation, ça peut même, on va dire, in fine, même aller sur des bourses d'études et trouver C'est ça. soit Le des but, c'est ça. universités ou des personnes pour héberger et tout. Bah, le but, c'est ça avec les basketteurs. Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de trouver des facs qui leur offriront des bourses d'études, des bourses complètes. Ça veut dire qu'ils pourront partir aux États-Unis ou peut-être au Canada et avoir un diplôme, ne pas payer les frais de scolarité, ne pas payer l'hébergement, ne pas payer les repas. Donc ça reviendrait presque gratuit si on veut, quoi. Oui, d'accord. Et concrètement, tu as dit que vous avez commencé le basket, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, c'est tout type de sport, hein. C'est pas priorité seulement, j'ai dit à l'escrime et tout, tout type de sport comme tu l'as dit. C'est ça. On va juste commencer d'abord avec les sports où on a des contacts, où Mhm. on connaît mieux les cheminements pour arriver là-bas. On Oui, va commencer avec ces sports-là et en même temps, on va essayer de découvrir comment faire aussi pour les autres sports. Par exemple, le volleyball, j'en ai aucune idée. Je ne connais personne vraiment qui fait du volley, qui est parti aux États-Unis, qui peut peut-être aider, qui a peut-être un carnet d'adresses, des carnets d'adresses de coach. Je connais pas. Alors, je sais qu'au basket, j'en connais. Je suis en contact énormément en plus avec des basketteurs de la sélection ivoirienne. Donc, c'est un milieu maintenant, le basket, où je suis vraiment à l'aise dedans, où j'ai quand même pas mal de contacts. Je suis énormément ce sport. Il y a aussi le football américain, mais le football américain, c'est un peu plus complexe, vu que c'est quand même un sport très américain. Et après, au niveau de l'escrime, pareil, j'ai des contacts aussi pour aller dans différentes facs aux États-Unis. d'accord, ok. Donc, pour tous les abonnés qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec l'escrimeur Jérémy Fafa Kerouel, donc premier Ivoirien au niveau des hommes, bien sûr, à s'être qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, on va échanger avec lui. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos différents messages en commentaire pour que je puisse les remonter et pour qu'il puisse vous répondre, pour nous embarquer dans son univers de l'épée. Déjà, Jérémy, j'ai dit, tu as découvert le sport à 5 ans. Voilà, quand j'ai Ouais, fouillé, c'est ce que maman a dit. C'est étant ici en Côte d'Ivoire ou bien c'était en France que tu as découvert ce sport? c'est en France par hasard. C'était l'époque où je voulais ressembler à Zorro. Et en, et en fait, en rentrée de l'entraînement, je faisais foot. Je rentrais de l'entraînement de foot et on passe devant la salle d'escrime et il y avait l'affiche de promotion de l'escrime, c'était Zorro. Du coup, j'ai dit, ah, je vais essayer ça. J'ai essayé. Le coach a trouvé que j'avais des facilités. Moi, j'avais gagné déjà les premiers combats. J'ai dit, OK, je veux continuer. Et après, j'ai eu de la chance. J'ai eu un parcours, on va dire, plutôt bon, dans le sens où quand j'étais petit, toutes les compétitions, je les gagnais, où je finissais deuxième. Donc évidemment, plus on gagne, plus l'amour du sport aussi se développe. D'accord, ok. Maintenant, de Zoro, comment est-ce qu'on passe au surnom de Kirikou? Ça, c'est très simple. Je suis pas grand, je suis petit, j'étais assez fin et je suis explosif. Mes qualités, c'est mon explosivité, ma vivacité, ma rapidité. Et donc tout le monde disait tout le temps, il est petit, mais il est vaillant. Et donc c'est pour ça qu'on dit Kirikou est petit, mais il est vaillant. Ok, Encore aujourd'hui, d'accord. beaucoup de coachs qui étaient avec moi quand j'étais tout petit m'appellent encore Kirikou. Mais ça a toujours été, moi, ça a toujours été un surnom que j'ai adoré, qui me collait bien à la peau parce que bah, c'était que dans le bon sens, que par les qualités. Ok. Effectivement, même bon, l'une de tes dernières vidéos sur Instagram où j'ai dit, tu enchaînais les sous là, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Là, j'invite même les abonnés à faire un tour sur ton compte Instagram et ton compte TikTok. Il y a beaucoup, beaucoup de merveilles dessus. Mais on va revenir encore sur les JO. Là, tu nous as expliqué le processus. Tu nous as expliqué, je dis, iVox, qui est ton projet que tu nourris, qui te tient vraiment à cœur. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées je dis, pour pouvoir te qualifier pour arriver aux JO? Oh, il y en a eu plusieurs. Il y avait des difficultés, on va dire, dans le sens où nos compétitions, elles sont très loin.
Il y a très peu de compétitions en Europe proches de la France. Par exemple, je peux te citer les compétitions cette année. C'est à peu près les mêmes chaque année. On commence, on est en Tunisie, donc ça peut aller. Mais après, on a Tokyo, donc là, c'est Ouais. compliqué. Après, il y a deux, on enchaîne, ça va. C'est Paris et Turin, en Italie. Donc, c'est à Ok. côté. Après, on a Le Caire. Ça va aussi. Et à partir de là, après, c'est, par exemple, cette année, après Le Caire, il y avait Lima, au Pérou. Pérou, On avait aussi Vancouver, Canada, Canada. Wow. Shanghai, Chine. Et tout ça, c'est à mes frais. Du coup, tu imagines bien que je suis pas une star mondiale. Je peux pas payer des 2000, 3000 euros comme ça en un mois ou même en 2 semaines. 2 semaines après, partir à l'autre bout du monde, remettre 2000, 3000 euros. Donc en fait, je peux pas faire toutes les compétitions. Ce qui fait déjà que en D'accord. termes de points, tu peux pas rivaliser avec les meilleurs si tu fais pas toutes les compétitions aussi. Effectivement. Donc ça, c'est vraiment le problème numéro un. Et comme en plus je finance mes compétitions et que c'est déjà compliqué, je peux pas aussi ramener un coach avec moi. Soit mon maître d'armes qui est avec moi en France, soit des amis qui me connaissent par cœur qui sont aussi coach, et au mieux mon coach des États-Unis. Par exemple, pour la compétition à Alger, où je me suis qualifié, mon coach est venu, mais c'est parce qu'on a payé pour que mon coach vienne des États-Unis en Algérie. La même chose après pour les championnats d'Afrique. C'est nous qui avons payé pour qu'ils viennent des États-Unis jusqu'à Casablanca. Et quand on est arrivé aux Jeux Olympiques, c'est lui-même qui a payé son billet pour venir des États-Unis jusqu'à Paris pour me coacher. Waouh, 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 waouh. Tu as C'est dit que ça, c'est en fait, le c'est même ça coach qui est depuis compliqué. que Ouais, c'est ça. c'est le même coach depuis que tu as quel âge? Lui, on a commencé à travailler assez tard ensemble. Je dirais que je devais avoir 20 ans, mais on a une connexion qui je pense, est unique. On a un truc qui fonctionne, on a une alchimie qui fonctionne parfaitement entre nous deux. C'est pas mon coach formateur. Mon coach Hmm, avec qui c'est l'escrime, c'est toujours aussi mon coach. Mais pour d'accord. le haut niveau et pour atteindre les objectifs que je veux atteindre, avec ce coach aux États-Unis, c'est vraiment avec lui que ça fonctionne. Ok. D'accord, je vois. Mais est-ce que, ça c'est juste une question par rapport à ton coach qui est venu pour les JO. Est-ce que c'était lui sa première fois qu'un de ses athlètes se qualifie pour les Jeux Olympiques? Ouais, aussi. Ah, ok, d'accord. Parce que C'était une c'est première pour nous deux. véritablement fort. C'est ça. C'est fort son acte, hein, payer de lui-même sa poche, venir surtout qu'il est aux États-Unis, jusqu'en France. Mhm. Il Non, avait c'est venu pour ça avec moi. on est vraiment, il est vraiment impliqué à 3000% dans le projet. Il est toujours derrière moi, même là pour 2028. Même si on est loin, on sait qu'on est connecté. Si j'ai besoin de lui, je l'appelle. S'il veut me donner des conseils ou me donner des séances d'entraînement, il me les envoie. Il prend vraiment soin de suivre tout ce que je fais. D'accord. Donc là à la fin, à la fin, tu vas nous donner ses accès. Il faut qu'on puisse aller voir ce qu'il fait, le remercier, s'abonner parce que véritablement, il a un cœur hospitalier comme un Ivoirien. Peut-être que C'est ça. tu l'as contaminé. Mal. D'accord. Donc là, au niveau des difficultés que tu as citées, en plus des difficultés financières, parce que la dernière fois, tu l'avais dit, tu es obligé de faire des sacrifices, surtout au niveau de la nourriture souvent, ou bien même au niveau de l'hébergement, quand tu vas ne pas dormir, on va dire, dans des hôtels 3, 4 étoiles, même dormir peut-être à la gare, ce qui est sans doute arrivé, faire des journées sans manger pendant la période de compétition. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés d'ordre, je vais dire quoi, administratif ou bien infrastructure, au niveau des infrastructures? Au niveau des infrastructures, ça va, il n'y a pas vraiment de problème. Ça, parce que j'ai toujours mon club où je m'entraîne. On arrive toujours quand même un minimum à trouver des solutions pour, euh, pour s'inscrire, enfin pour m'entraîner. Après, au niveau de l'administratif, il y a des hauts, il y a des bas, mais généralement, c'était pas compliqué. Il y a certains moments où ça a été difficile. Il y a certains moments où ouais, c'était compliqué.
Tu te retrouves quelques jours avant la compétition, t'as pas encore pris ton billet, tu sais pas si tu vas participer ou non. Il y a des moments où on te répond pas forcément à tes mails, donc c'est compliqué. Ok, ah oui, surtout que la fédération est en Côte d'Ivoire et puis toi, tu es soit en France, tu es soit aux États-Unis. Donc, c'est vrai que j'ai dit au niveau administratif, pour pouvoir régler, mettre, ficeler tous les bouts, je comprends qu'il y ait forcément quelques couacs. C'est ça. Après, c'est pas en soi, c'est pas très compliqué parce que souvent avec la fédération, moi je les contacte juste pour qu'ils m'inscrivent aux compétitions. C'est tout ce que je demande. La fédération n'a pas forcément d'argent, donc je demande pas d'argent, je demande rien du tout. Juste qu'on m'inscrive. Mais il y a des moments où ça se passe bien, et il y a des moments où c'est la course un peu derrière eux pour qu'ils m'inscrivent, quoi. Ah ok, je vois parce que tu peux pas t'inscrire toi-même, il faut un quitus, Ça. voilà, Qui venant accéder de... à ce qu'on appelle l'intranet, où là où Hmm. c'est la fédération qui a les codes et ceux qui décident d'inscrire ou non aux compétitions. D'accord, ok, je vois. Maintenant, là, tu avais donné le programme juste pour, on va dire, pour la période qualificative, donc un an avant les JO. C'est-à-dire que pour Los Angeles 2028, ça, c'est ce qui va se passer entre, on va dire, mars 2027 et puis avril C'est ça. 2028. Mais C'est ça. avant ça, sachant que, on va dire, on a encore 3 ans de Mhm. compétition, est-ce que, on va dire, depuis la fin des JO, donc c'était quoi, août-septembre 2024 jusqu'à mars 2027, le programme est beaucoup plus allégé en termes de compétition, ou bien c'est Bon. sensiblement pareil? C'est la même chose, sauf que les compètes ne comptent pas du coup pour la qualif aux Jeux Olympiques. Mais c'est le même calendrier qu'on a chaque année. C'est les mêmes D'accord. compétitions à peu près au même moment qu'on a chaque année. Ok. Sauf que l'objectif à la fin de la saison, c'est les championnats du monde, c'est d'avoir un bon classement mondial, mais on n'a pas d'objectif de qualification pour des Jeux Olympiques. Oui, je vois. Bon, pour nuancer, on n'a pas d'objectif de qualification pour les Jeux Olympiques, mais c'est surtout très important de toujours être bien C'est ça. placé, de toujours combattre, parce que là, tu as la possibilité d'avoir des sponsors, d'avoir je dis, des revenus. C'est plus facile. Parce que si on est dans le, Oui, plus on est mieux on est classé, plus les premiers tours de compétition seront simples. Et si vraiment on rentre dans le top 16 mondial, on évite le premier jour de qualification pendant les épreuves de Coupe du Monde. Parce qu'en Coupe du Monde, on est aux alentours de 300 participants. Et oui. les 16 participants sont directement qualifiés pour rentrer dans le top 64. Tout le reste, on doit se Hmm. battre pour 48 places. 300. 260 à se battre pour 48 places. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est semblable à un concours de l'administration. C'est ça. Nous, on appelle ça la jungle un peu, parce que tu sais jamais à quel site tu vas être mangé ce jour-là. Tu peux être bon, mettre face à quelqu'un qui est vraiment en forme ce jour-là. Tu peux être très bon. Quelqu'un a fait un mauvais résultat au début, donc tu le rencontres assez tôt dans la compétition et c'est pas de chance. Et donc c'est vraiment ces compétitions-là, ces premières journées, elles sont compliquées. C'est toujours un peu aléatoire. D'accord. Donc, une année sportive chez en escrime est pas de, sur les 12 mois, c'est combien de mois? Elle pas de quand à On va quand? dire ce qui commence, la première compétition internationale commence début novembre, Mhm. jusqu'à la dernière compétition est fin mai. Et après, on a les championnats continentaux en juin, championnat du monde en juillet. Donc, on va dire la saison complète, c'est novembre à juillet. D'accord. Donc, juillet, après juillet, tu as juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok. Environ 3 mois. 3 mois de repos pour remettre le corps, la machine au repos avant de reprendre. Ok, d'accord. Exactement. Maintenant, sur comment on appelle ça? Sur ces 9 mois de compétition, on tourne autour de combien de dates? On a 3 grands prix. Les grands prix, c'est un peu comme si on peut dire au tennis les grands chelems. C'est là où il y a le Ok. plus de points au classement mondial. Et on a 5 coupes du monde. Donc en tout, on a 8 compétitions. 8 compétitions dans l'année autour. Entre, Éparpillées dans. entre novembre et mai. Ok, Entre d'accord. novembre et mai, c'est 8 compétitions.
Ok, éparpillé dans le monde entier. Mais dans tes C'est dates, ça. dans les dates, j'avais pas vu l'Océanie, hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore de, ou bien ça varie. Non, tant mieux. C'est trop loin. On a des escrimeurs qui viennent de ce continent. On en a peu. Il y en a très peu Ok, quand même en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y en a peu. Eux, en fait, l'Océanie n'a pas de championnat continental. Eux, ils sont directement en Asie, avec ok, les d'accord. Chinois, les Hongkongais, les Japonais, Singapour et tout. D'accord. Donc, si on parle de licence, en termes d'escrime, si on parle de licence, quel est le continent qui est le plus représenté? C'est l'Europe encore. Ok, Encore, ouais. L'Europe, c'est quand même le continent traditionnel de l'escrime. C'est là où tout a commencé. L'escrime, c'est un sport français. Ça veut dire que même les arbitres à l'international, ils doivent dire les phrases en français. ah, Qu'il soit japonais, canadien, américain, brésilien, il doit dire les phrases en français. Donc, on va dire encore le cœur de l'escrime, c'est en Europe. Maintenant, aujourd'hui, il y a une mondialisation du sport, comme dans beaucoup de sports, où les Américains commencent à devenir super forts et les Asiatiques sont aussi maintenant super forts. C'est pour ça, là, pour l'instant, le champion olympique en 2024 et le champion olympique en 2020, c'est le même gars, c'est le meilleur pour le moment, c'est un Hongkongais. ah Qui est ouais, entraîné par un Français. C'est pour ça aussi que beaucoup de coachs français partent dans ces autres pays parce que ça permet de développer et en termes aussi de salaire, les coachs à l'étranger sont mieux respectés qu'en France aussi. ok, je vois l'expertise C'est française est ça. beaucoup recherchée. Exactement. D'accord, ok. Donc, donc, ok. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a jusqu'à 5 Coupes du Monde par, j'ai dit par année? Ah, ça, je sais pas où. Ça a toujours été à peu près comme ça. 3 grands prix, 5 coupes du monde et les championnats. D'accord, ok. Mais donc, tu me confirmes que les Grands Prix ont plus de points que les Ouais, Coupes du Monde? c'est ça. Gagner un grand prix rapporte plus de points que gagner des coupes du monde. Ok, d'accord. Et dans quel cas on peut être en compétition par équipe? Seulement en Coupe du Monde ou même au Grand Prix, il y a la possibilité d'être en Non, équipe? voilà. Ça, en Grand Prix, il n'y a pas d'épreuve par équipe. Les Grands Prix, en fait, c'est les seuls moments aussi où les compétitions sont mixtes. Dans le sens où il y a les filles et les garçons séparés, mais on est tous au même endroit. Alors que les Coupes du Monde, les garçons, on a notre propre calendrier, les filles ont leur propre calendrier aussi. Et les Coupes du Monde, là, il y a l'épreuve individuelle et par équipe. C'est là aussi qu'on a un classement individuel, et si on participe par équipe, on a aussi un classement mondial par équipe. D'accord, ok, d'accord. Maintenant, avec les équipes mixtes, toi, tu as déjà été en équipe mixte déjà? En fait, quand je dis mix, c'est que, par exemple, à Turin, c'est un Grand Prix. Donc, ça veut dire que les femmes et les hommes, on est dans le même gymnase. On Ah, ok, participe d'accord, au pas même pour la week-end de compétition. compétition au même endroit, c'est ça. Mais on n'est Ok, jamais mélangé femmes et hommes ensemble. d'accord. Maintenant, au niveau de l'équipe de la Côte d'Ivoire, depuis que toi, tu es en sélection, tu as dit 2016, c'est ça? C'est ça, 2017, 2016-2017, ouais. Ok. Est-ce que en équipe, on a déjà participé, hormis les compétitions africaines, on a déjà participé en équipe pour des compétitions hors du continent? Non. Ok. Il y a déjà même, on ne, à part les championnats du monde où de temps en temps, pas chaque année, certains viennent, Mhm. sur les Coupes du Monde, pratiquement, je suis seul à participer sur le circuit mondial depuis 2017. Là, il y a eu Paul Alex, D'accord. qui est un jeune qui est très bon à Oui, l'épée, qui a eu la oui, chance de oui. participer là à une compète à Paris et de rester un petit peu à Paris. Mais sinon, à part ce moment-là où il est venu, je sais pas s'il y a d'autres compétitions où il a participé en dehors des championnats d'Afrique. D'accord. Ok. C'est Paul-Alex Beugri, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, voilà, en parlant de Paul-Alex, est-ce qu'il y a d'autres noms qui sont ici en Côte d'Ivoire? À chaque fois que tu viens avec eux, tu vois qu'il y a quand même du potentiel. Bah, le truc qui est Parce bien, que, c'est qu'on voit déjà que tous ceux que j'ai pu rencontrer au pays sur les compétitions, qu'on est parti en championnat d'Afrique ou autre, sont tous motivés. Que ce soit les anciens qui ont arrêté entre-temps
ou même la nouvelle génération. Ils sont tous motivés. Le problème, c'est que l'escrime, c'est pas comme le basket, t'as un ballon, bam bam bam, tu joues. On a besoin vraiment de matériel, ça peut être coûteux. Il faut aussi les pistes, le côté électronique pour que tout Oui, fonctionne. Et ça, c'est un frein au développement aussi du sport. Donc c'est ça aussi. Mais au niveau de la motivation, ils sont à fond. Et je sais que il y a des qualités. Le problème, c'est développer ces qualités. C'est là qui est compliqué si on n'a pas l'expertise et si on n'a pas vraiment des gens dédiés et motivés pour vraiment développer le talent qu'on a, le talent local, quoi. d'accord. Un kit complet pour quelqu'un qui veut apprendre l'escrime, tu as une idée du prix, que ce soit en francs CFA ou en euros? Hmm. Alors, en euros, on va dire on prend le minimum syndical. Un masque, un gant, la veste, la sous-veste, la veste électrique, le pantalon, plus un fleuret. Sachant que les fleurets peuvent se casser. Moi, quand je pars en compétition, j'en ai 4, 5 avec moi parce que les lames peuvent se casser. Si on prend tout ça, ah, je dirais 1500 à peu près euros. Waouh, d'accord. Parce que 1500 euros. quand la fédération s'est créée, nous, justement, avec ma maman, on avait fait le tour des clubs qu'on avait à côté de chez nous et on a ramené énormément de matériel. On a ramené des vestes, des masques, des gants, des kits parce qu'on sait que ça coûte très cher. Nous, on roule Oui. pas sur l'or. Ça, je dis, je remercie toujours mes parents parce que ils ont tout fait aussi pour que je sois au niveau auquel je suis aujourd'hui. Mais l'escrime, c'est pas un sport qui est donné à tout le monde financièrement quand même. Oh oui. Parce que si tu me dis le minimum syndical 1500 euros, j'en ai pour 1 million sans compter si on doit venir ici dédouaner. C'est ça. Ah Non, ça, oui. le kit peut coûter cher. Après, là, je parle de kit aussi pour faire de la compétition. On peut avoir des affaires d'entraînement où là, ça peut revenir, je dirais pas moitié moins prix, mais presque. Je dirais quand même entre 750 1000 euros, quoi. Oh oui. Mais ça, je dis, ça change grandement largement d'un sport comme le football où il faut juste des ballons, pas d'autres équipements Exactement. pour, pour qu'il soit populaire et disponible Et en pour plus, tout. le souci aussi, c'est que euh, il manque aussi, et ça c'est général à l'escrime, il n'y a pas de sorte de championnat continental. Par exemple, Ok. il n'y a pas de compétition dans l'année, je sais pas, à Accra, à Bamako. Il n'y a pas des compétitions africaines où tous les gens de l'Afrique peuvent se retrouver. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, il y a un écart de niveau entre le niveau africain, si on enlève les Égyptiens et les binationaux, par rapport au niveau mondial. Le problème, c'est que s'ils font pas de compétition, ils peuvent pas non plus savoir comment progresser, que ce soit les athlètes ou même les coachs. Parce que les Oui. coachs ont besoin de progresser. Donc, et comme il n'y a pas de championnat continental, même que ce soit asiatique, français ou européen, américain ou africain, on a du mal à rencontrer d'autres personnes. Donc, en Afrique, beaucoup des clubs sont à Abidjan. Si tu as tiré contre tout le monde 10 fois, c'est fini. Tu connais déjà tout le monde par cœur. Tu peux pas après travailler tes actions sur des gens qui ne te connaissent pas, connaître aussi la gestion des compétitions, les Mhm. stress, comment gérer son matériel, l'alimentation en compétition. Parce qu'au final, il n'y a pas de championnat qui te permettent où tu dépenses pas beaucoup pour aller dans d'autres pays pour pouvoir compétir contre des Ghanéens, des gens d'Afrique du Sud, des Béninois, Burkinabés ou autres, quoi. Ok, je vois. Je vois très bien. Parlons effectivement, comme tu as dit, de nourriture, de mental. Quelles sont les qualités qu'il faut à, je dirais, un escrimeur pour déjà s'installer dans la durée et puis être performant? Alors, l'escrime, c'est un sport ingrat. On peut gagner, et ça se voit tout le temps, on peut gagner une épreuve de Coupe du Monde. Et 2 semaines après, même pas rentrer dans le top 200. Donc, le plus important en escrime, c'est d'être régulier. Et essayer de tenir vraiment sur une année dans le top. Et là, c'est vraiment un côté mental. Vraiment un côté mental. Parce que nous, par exemple, tactiquement, on est tous à peu près au même niveau. Il faut aussi se connaître pour savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, pour pouvoir mettre ton jeu en place aussi. Mais le mental joue beaucoup. Les qualités physiques, il y en a certains, ils sont très bons.
ils n'ont pas des qualités athlétiques énormes, mais ils ont des qualités tactiques. Ils ont un mental peut-être plus fort que certains. Ils savent gérer les moments clés des matchs. Il y a certains qui sont très athlétiques, qui sont très forts, d'autres qui sont très athlétiques, qui sont moins forts. Donc je dirais qu'il faut des qualités athlétiques, mais c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Et après, il y a aussi vraiment le côté financier, hein. Parce que si par exemple tes compétitions, tu as des sponsors ou des gens qui payent les compétitions, tu es déjà quand même un peu plus relâché quand tu pars faire la compétition plutôt que si c'est toi qui as tout payé et tu te dis je suis obligé de réussir, sinon j'ai un peu jeté mon argent par la fenêtre, quoi. Ok, je vois. Ça me rappelle un athlète avec qui on avait fait un reportage, qui est un sprinter, qui me disait, dans l'athlétisme, courir même, j'ai dit, le jeu de la compétition n'est pas le plus dur. C'est surtout, je dis, être fort mentalement entre les voyages, la C'est ça, fatigue, l'envie de exactement. s'entraîner, que Des c'est fois même surtout... tu es tout seul dans ta chambre. Tu vois, moi comme et que j'ai pas d'autres participants. J'ai mes amis des autres pays, mais le soir, chacun est dans sa chambre. Ils sont deux ou trois dans les chambres. Moi, je me retrouve, mes quatre murs, t'es tout seul. Donc, tu commences à te parler tout seul. Et si tu te mets des mauvais messages dans la tête, tu commences à paniquer, à stresser, peut-être à te rabaisser, à te dire, mais je vais pas réussir. De toute façon, ça va être trop dur. Donc, c'est vraiment cet appel mental, ouais, d'avant la compétition qui est dur. Le jeu de la compétition, juste, tu lâches tout. D'accord. Je vais revenir sur ton parcours. Tu as me dit, est-ce que pour toi, tu penses que aller en compétition, ne pas se nourrir, se priver de nourriture, se priver d'hébergement, c'est plus pour toi un sacrifice ou un investissement pour continuer, je dis, de gravir les échelons? J'ai plus pris, tu vois, je dirais que jusqu'à 2024 et les Jeux Olympiques étaient mon objectif primordial. C'était des, c'était des sacrifices à faire. Ok. Pour pouvoir continuer à être sur le tour mondial, faire les compétitions, me jauger avec les autres, prendre de l'expérience, essayer de gagner un maximum de matchs. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas ces sacrifices comme j'ai pu faire. Ça m'est déjà arrivé d'être, par exemple, compétition en Allemagne. Je dors dans la, je dors dans le lit dans l'appartement à côté du coach allemand. Parce que je le connais, j'ai dit j'ai pas de lieu pour dormir. Il m'a dit viens dormir à la maison et on a dormi ensemble dans le même lit. Et le lendemain, il m'a amené à la compétition. Aux États-Unis, j'ai fait une compétition. J'ai eu de la chance que j'ai un ami qui faisait des études là-bas. Donc j'ai dormi dans sa chambre étudiante, dans le canapé en cuir, tac tac. Donc j'ai toujours réussi à trouver des solutions. C'est pour ça aussi que ça m'a développé vraiment une résilience. Mais c'est parce que j'avais mon objectif toujours en ligne de mire. Je me disais le Oui, but, tout ça, c'est pour atteindre cet objectif. Mais maintenant que je suis plus âgé et que le sport n'est plus toute ma vie pour cet objectif, je ne ferai pas, je pense, ces sacrifices de dormir dans des canapés à gauche, à droite, de peut-être me dire bon, là je mange pas là, comme ça je garde l'argent au cas où si j'ai un problème. Parce que la vie s'arrête pas seulement au sport, quoi. oui, Alors qu'avant, vraiment, j'étais plus jeune. Mes parents me soutenaient. Aujourd'hui, je vais pas demander à mes parents encore de m'aider dans ma carrière à bientôt, à 30 ans. L'objectif a été atteint. Ils sont contents. On est content. L'investissement qu'ils ont fait pendant toutes ces années, ils sont fiers parce que on a réussi. Même si j'avais pas réussi, j'aurais été fier, hein. Mais on a réussi oui, à atteindre vraiment l'objectif depuis tout petit. Maintenant, même moi, je vais les laisser en paix. C'est bon. Je vais les laisser. d'accord. Est-ce que si je comprends quelque chose, hein, tu vas me confirmer si j'ai la bonne déduction. Est-ce que pour toi, faire ces sacrifices et puis arriver à se qualifier pour les JO, ça allait te permettre, j'ai dit, d'ouvrir Mhm. certaines portes et que à ce jour-là, après les JO, tu es un peu déçu que certaines portes ne soient pas véritablement ouvertes? C'est ça. Après, voilà exactement. En fait, quand je me suis qualifié au jeu, je me suis dit, super, maintenant que j'ai passé un autre stade, que je suis devenu maintenant un Olympien, je vais trouver des sponsors plus facilement. Je vais trouver des partenaires plus facilement. Mais c'est pas le cas. Mais après, ça, c'est pas forcément que moi. J'ai remarqué Oui, aussi que beaucoup d'athlètes olympiques, peu importe les pays, après les Jeux olympiques, on pensait tous qu'on ça allait nous propulser au-dessus. Mais en fait, non. On est toujours à peu près aussi.
aller toujours dans les mêmes problèmes, chacun chez nous, pour essayer de subvenir à les besoins, subvenir à nos besoins. Sauf que certains avaient déjà des sponsors peut-être avant qui les ont suivis. Ils ont peut-être des aides de leur, par exemple, en France, des départements ou de leur ville ou des clubs qui leur donnent des salaires. Donc, ils ont quand même une rentrée d'argent avec l'escrime. Moi, aujourd'hui, avec l'escrime, j'ai zéro rentrée d'argent. J'ai même pas un 100%. C'est-à-dire que moi, l'escrime, 100% de ma pratique de l'escrime, c'est ma poche qui paye. Waouh, waouh, waouh. Donc là, c'est que la passion qui te conduit au niveau de C'est ça. l'escrime. Exactement. C'est que la passion qui me poussait et mon objectif qui me poussait à me dire, on fait les sacrifices, on fait les sacrifices. Parce que même nous, dans les compétitions, si on gagne, imaginons tu gagnes le championnat d'Afrique, c'est pas comme à l'athlétisme ou d'autres sports, tiens, prize money, chèque, et puis hop, t'as gagné un petit peu d'argent. Nous, c'est poignée de main, merci, ciao. Donc c'est juste un trophée et puis juste la photo du Trophée, faute, champion. et points au classement mondial, et puis c'est tout. Waouh. Donc, toutes les Donc, comment. compétitions que j'ai faites depuis 2017, comme mon club ne me verse pas de salaire parce que c'est mon club depuis toujours et qu'il y a des difficultés financières, donc j'ai pas de salaire, que j'ai pas d'équipementier au niveau de l'escrime non plus qui me sponsorise, le moindre matériel dont j'ai besoin, je vais l'acheter. Pour toutes les compétitions, le moindre truc, c'est moi qui vais dépenser. Il y avait un moment où j'avais la bourse olympique, donc ça permettait un peu de m'aider, mais à partir du moment où j'ai plus cette bourse olympique, j'avais vraiment chez zéro, quoi. Donc là, c'est le moment de lancer un message, un appel pour que véritablement les marques de la Côte d'Ivoire puissent s'associer parce que Ça. je savais que c'était difficile, mais pas à ce niveau-là, quoi. Ah non, ouais, c'est pour ça quand on dit vraiment que c'était compliqué et que c'était vraiment que la passion, c'est pour ça que je dis je remercie mes parents parce que c'est eux qui ont tout payé, c'était eux mes sponsors, on va dire si on veut, depuis sur toutes les compétitions. Compétition, si on dit compétition à Shanghai et que j'ai besoin d'acheter par exemple un nouveau gant ou un nouveau fleuret, je vais aller au magasin comme n'importe qui, je vais payer le même prix que n'importe qui, mes billets je vais payer, l'hôtel je vais payer, arriver là-bas pour manger je vais sortir l'argent de ma poche, je vais payer. L'inscription à la compétition, je vais payer. Et après, après, je vais rentrer, et puis voilà. Wow. C'est plus que compliqué. Waouh. C'est Waouh, ça. waouh, waouh. C'est pour ça que même nous, dans l'escrime, je sais pertinemment qu'aujourd'hui, je peux pas rivaliser avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens, l'escrime, c'est leur travail. Ils sont professionnels. Ils gagnent de l'argent qui leur permet de vivre, de louer leur appartement. Ils payent pas les compétitions. Ils payent pas le matériel. C'est beaucoup plus simple pour eux, du coup, de performer que moi qui dois travailler à côté pour pouvoir payer l'appartement, mon repas, et en plus payer les compétitions, payer le matériel. Donc c'est pour ça que cette année j'ai fait Tokyo parce que j'ai un parent d'un ami qui m'avait aidé un petit peu pour la préparation olympique, qui m'a dit tiens, je te donne 1 000 € pour que tu fasses cette compète. Et c'est pour ça que je suis parti à Tokyo. S'il m'avait pas donné l'argent, j'aurais juste fait Paris et Turin parce que c'est des compétitions qui sont à côté de chez moi. C'est tout. Waouh, waouh, waouh. Donc ça veut dire que toi-même, tu n'es pas encore en ce qu'on appelle même des problèmes de pensée à avoir un préparateur mental, à avoir un ostéopathe, à avoir un kiné. C'est encore loin dans je dis dans tes C'est ça, c'est des priorités. gens qui le font bénévolement. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, il y a quelqu'un j'ai mis un message sur LinkedIn, le réseau social, pour dire voilà, je me suis qualifié, je cherche des gens qui souhaitent m'accompagner. Et il y a un Français qui, son frère est marié avec une Ivoirienne. Du coup, il s'est dit ah, du coup, c'est un peu comme si c'était la famille, et il m'a soutenu jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour la préparation physique, c'est un ami à moi qui me fait les programmes quand je lui demande. Mais c'est pas quelque chose forcément. Là, il est venu à Turin avec moi. Ça a été mon meilleur résultat parce que il est venu, on a pu se préparer comme il faut, on a pu tout faire ensemble. Mais c'est moi qui ai payé son billet.
de ma poche. C'est moi qui ai payé son repas et tout ça. C'est moi qui ai l'hébergement. J'avais pris un hébergement assez grand pour qu'il puisse aussi avoir sa chambre. Mais c'est comme par hasard, dès qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne, tout d'un coup, la performance est meilleure. Waouh, waouh. Moi, je vais profiter quand même pour me remercier, pour féliciter tous ceux qui gravitent autour j'ai dit autour de toi. Tous ceux qui te tendent la main, qui t'aident. Même si parfois c'est toi qui payes le billet, mais déjà l'investissement personnel de la personne pour te suivre, même s'il n'est pas dans des conditions idéales, dans des conditions optimales, c'est fort, c'est fort. Donc, c'est ça. Mon groupe, pour l'instant, il est restreint. Il y a mes parents qui sont derrière moi. Il y a mon préparateur, justement, slash kiné, qui est avec moi. Il y a ma copine aussi qui se gère justement de faire c'est elle, en fait, qui fait un peu mon travail d'agent, qui contacte la fédération pour les inscriptions, pour faire les choses. Donc, elle aussi, beaucoup de temps pour me permettre de me faciliter la vie, pour que je puisse penser à moins de choses possibles. Oui. Parce que sinon, si jamais on enlève toutes ces personnes-là, je suis athlète, je suis aussi mon coach, je suis aussi mon préparateur dans tous les sens, je suis aussi, on va dire, dans le côté administratif, je suis aussi dans la diplomatie. Tu peux pas performer quand t'as 40 casquettes. Tu es censé être athlète et te concentrer que sur ça. Là, moi, je pense, ça fait, depuis la compétition à Turin où mon ami préparateur physique kiné est venu, j'ai pas vu un kiné depuis encore. Parce que je sais que les kinés, faut les payer. J'ai pas Oui. forcément envie de mettre de l'argent là-dedans. Et j'ai eu de la chance que des kinés, quand j'ai été blessé, qui m'ont dit, on te connaît, on soutient ton projet, t'es quelqu'un de vaillant, tu te lances à fond dans ton projet, je veux bien t'aider un petit peu gratuitement. Mais en fait, c'est presque comme si les gens ont pitié de ma situation et Oui. décident de C'est m'aider. le mot. Mais même, voilà, Quentin aussi, mon kiné sur Paris, qui est pour moi le meilleur kiné de la région parisienne, ils m'aident gratuitement. Il enlève des créneaux, il a enlevé des créneaux où il devait travailler pour s'occuper de moi. Parce qu'il sait que j'en ai besoin. Et qu'il sait aussi que j'ai pas forcément les moyens. Donc c'est toutes ces personnes-là qui sont autour de moi qui m'ont permis aussi de me qualifier. Sans toutes ces personnes-là, sans le soutien aussi moral qu'ils ont pu m'apporter, peut-être que je me serais pas qualifié. Oui, oui, bah, ça c'est pas peut-être, je dis c'est une évidence même parce que, comme tu l'as dit, tu peux pas gérer 40 casquettes dans une industrie sportive je dis qui est totalement élargie actuellement. Pour qu'un athlète un athlète c'est plus une personne, c'est une marque. Il y a toutes ces personnes, tous ceux qui doivent travailler autour. Et là, je dis, tu es seul. Waouh, 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 waouh. Chapeau. Ça, c'est même une casquette même. C'est pour ça la qualif, elle est encore, mine de rien, elle est encore plus belle. Parce que malgré toutes les épreuves, on a réussi quand même à atteindre l'objectif. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui sont dans des équipes nationales, France, Angleterre et tout, ils disent, moi, à ta place, tu aurais déjà arrêté. Avec tout ce que tu vis, toutes les galères et tout, ils m'ont tous dit, moi, je pense que j'aurais déjà craqué, j'aurais déjà arrêté. Ils disent, je sais pas comment tu fais pour continuer. Et justement, ça aussi, certains amis m'ont boosté pour dire, frérot, si tu te qualifies au JO, t'imagines la consécration après tout ce que t'es passé? Avant, plus beau qu'une personne qui se qualifiait normalement. Oui. Oui, oui. Est-ce que quand tu es arrivé à Paris, quand on va dire lors de la cérémonie d'ouverture, toutes ces émotions-là, elles ne C'était t'ont chic. pas submergé? Ah, c'était génial. Parce que c'est le moment où tu sais vraiment que, ah ouais, là, ça commence. Là, on y est. Ce qui avant, même si on était qualifié, tu réalises pas vraiment. Et c'est le moment où tu commences vraiment à être dans le village, la cérémonie, tu vois les autres athlètes stars qui se baladent, tu dis, ok, c'est bon. Là, on y est. D'accord. Là, on a dépassé 1 heure de temps, mais c'est tellement assez, je dis, tu donnes tellement de choses qui nous enseignent on va poursuivre. J'ai aussi vu aujourd'hui que tu es un peu dans la musique. Un petit peu. Voilà. Donc, bon, les appareils que j'ai Pour vus là, ça, c'était... là, on est dans Voilà. la salle du temps, on est dans le studio, justement.
effectivement. Donc, tu es quoi? Tu es arrangeur, tu es... Alors, ouais, moi je suis beatmaker surtout. Beatmaker, et de temps en temps, je prends le micro et je pose un peu aussi, mais je suis plus quand même beatmaker. D'accord. Fait, hip-hop, R&B, rap, très anglo-saxon, très États-Unis pareil dans l'univers son. D'accord, parce que tu as, j'ai écouté, bon, j'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté les quelques sons que tu as mis sur ta playlist Spotify. Ouais. Voilà. Donc, ça fait partie j'ai dit, de ces activités qui te donnent un peu d'argent. Un petit peu, pas beaucoup, mais ça m'en a donné là. Pour l'instant, j'ai mis en pause, c'est justement cette année pour vraiment chercher des sponsors, pour me préparer à 100% pour le cycle de Los Angeles. Mais ouais, c'est des trucs qui m'ont rapporté un petit peu d'argent, mais aussi beaucoup d'expérience. J'ai rencontré des personnes que je pensais peut-être jamais rencontrer de ma vie. La musique m'a permis de les rencontrer. J'ai vécu des trucs sympas avec la musique. Et moi, je le prends vraiment plus comme l'exutoire. Quelque chose d'à côté pour pas avoir que le sport dans la tête. Oh Mais oui, bon, si après, je peux faire une carrière aussi dans la musique, je vais pas me gêner. d'accord, ok. Donc, quelle est ton activité, on pourra dire, principale financièrement? Coach d'escrime. J'ai passé mon diplôme il y a deux Oui, ans officiellement. Et donc là, je suis coach justement d'escrime. d'accord. J'ai vu que tu as été coach de l'équipe nationale française de quelle catégorie, s'il te plaît? J'ai été coach, pas de l'équipe nationale, mais par exemple, j'ai été coach un moment en Angleterre où je suis parti coacher une fille de la sélection anglaise sur une compétition européenne. Et là, en France, ça m'arrive de coacher. On a une fille dans notre club qui est très forte, qui est en équipe nationale. Et ça m'arrive de la coacher aussi sur les championnats de France, sur les compétitions nationales aussi. D'accord, ok. Bon, Non, vas-y. d'accord. Donc là, on arrive vers la fin. Euh, Quels sont je dis, tes projets pour préparer, je dis, Los Angeles 2028? Bah là, justement, je dois partir aux États-Unis, mais professionnellement parlant. C'est-à-dire, c'est pas, j'y vais pas pour le sport. Je suis pas invité à aller aux États-Unis. C'est moi qui décide de partir là-bas pour être coach, parce qu'en termes financiers, c'est plus attrayant, c'est mieux. Et en termes d'entraînement, ce sera aussi plus efficace pour m'entraîner aussi. Mais après, je serai toujours dans les mêmes problèmes pour participer aux compétitions. Ça changera pas. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver des sponsors, assez de sponsors à la hauteur pour pouvoir tout financer, ça sera encore compliqué. C'est ça. Mais comme, Petit à comme on le petit, dit, petit à petit, comme, là, normalement, je suis censé recevoir les bourses olympiques, du coup, pour le nouveau cycle. Parce qu'en fait, moi, j'ai la bourse olympique jusqu'à 2021. Mais tout le cycle de 2021, 2020 jusqu'à 2024, j'étais plus boursier olympique. Du coup, j'avais pas la bourse olympique. J'avais pas de bourse non plus du ministère. Donc là, normalement, j'espère, pour le cycle de 2024 à 2028, que je récupérerai au moins ces bourses-là qui vont me permettre de compétir. Parce que moi, oh, moi, j'ai pas de bourse, mais pourtant, c'est moi qui fais les compétitions, quoi. je comprends, je comprends. Je suis dans on a dit, dans le système un peu, je comprends ce que tu veux dire. Bon, comme on le dit aussi en Afrique, c'est la première grossesse qui est difficile. On espère que si le premier sponsor arrive, les autres vont C'est ça. venir au fur et à mesure. Là, on va dire l'effet boule de neige. Un, puis hop, 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 ça roule et ça ramène d'autres. Mm. Est-ce que dans ton cas, il y a aussi des escrimeurs qui sont coachs, comment on appelle ça, et en même temps, je dis athlète. Ouais, il y en a beaucoup, quand même, en France, qui passent le diplôme de coach, mais ils coachent pas à temps plein. Parce que comme Mm. justement, ils ont des salaires de leur club, ils ont des sponsors ou des aides, ils coachent seulement de temps en temps. Mais c'est pas quelque Ok. chose qu'ils font tout le temps. Moi, par exemple, je coach du lundi au samedi. Le seul jour où je coach pas, c'est le dimanche. À part
s'il y a des compétitions. Et donc là, je dois aller coacher en compétition. Donc ça m'arrive peut-être d'enchaîner plusieurs semaines sans m'arrêter, quoi. Ah Donc oui. pour s'entraîner, c'est compliqué. Oh, oui, je vois. Ah, ton corps accumule vraiment beaucoup de fatigue, surtout mentale. Parce que même coacher, Et c'est ça surtout. Et en plus, tu restes chez toi, tu te poses, tu dis, bon, le premier truc que tu réveilles, c'est comment je vais faire pour faire la prochaine compétition. Et tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Tu essaies de trouver tous les moyens. Donc même là, ça te trotte dans la tête, quoi. d'accord. Est-ce que tu as un message à lancer aux Ah, différents sponsors possibles, aux différentes marques et tout? moi, le message que je veux lancer, c'est que vous avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant qui connaissent, ma route pour aller jusqu'à 2024, elle était compliquée. Je pense que de tous ceux qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques, j'ai peut-être eu la route la plus compliquée, que ce soit en termes financiers pour faire les compétitions ou même avec les relations que je pouvais avoir aussi avec la fédération qui était aussi tumultueuse. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à le faire. J'ai réussi à me qualifier. Aujourd'hui, je suis 29e mondial alors que j'ai des conditions qui sont nulles. Au niveau de mon entraînement, je peux pas m'entraîner comme je veux. Je pars en compétition, je suis pas relâché. Je dois toujours trouver des moyens X ou Y, c'est compliqué. Donc maintenant, imaginez si j'arrive à avoir les bonnes conditions. Je dis même pas des conditions du top, mais juste des conditions qui me permettent de faire de l'escrime sans que ce soit vraiment la panique à chaque fois. Là, moi, je suis persuadé que si on me met les conditions en 2000, conditions plus la patience en 2028, je serai au top de mon temps. Tu vois, depuis le début de l'échange, quand tu m'as raconté les difficultés, je voulais à chaque fois te demander ton rang mondial. Mais j'ai pas voulu parce que ce que tu me racontais, je me disais que même si tu es dans le top 100, c'est déjà un espoir. Et là, tu me dis même que tu es 28e mondial. Là, je suis Donc, top 30 pour le moment, ouais. Et troisième africain, parce que devant moi, c'est les deux Africains, c'est les Égyptiens, justement, qui sont. non, franchement, côté mental, tu es plus qu'au-dessus de la moyenne parce que là, mentalement, chapeau. Merci. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que tu connaissais déjà le média avant? Ouais, mais par rapport au foot, surtout. Ah, ok. Les actus foot. D'accord, ok. Parce que quand tu es venu juste avant les JO, j'avais essayé de rentrer en contact via la fédération pour pouvoir faire un reportage parce qu'on avait initié toute une série de reportages avec les athlètes qui étaient qualifiés pour les JO. Donc on avait eu Cissé Gueux, on avait eu Marie Talou, on Ouais, avait eu Lila du judo, on avait eu, je sais, on avait eu un quatrième aussi, celui de l'aviron. ouais, l'italien. Euh, ouais, L'italien ivoirien, ouais. voilà. Donc, on avait essayé de rentrer en contact et puis là, on avait eu l'information que aussitôt tu étais venu, aussitôt tu étais reparti. Donc, Où ça? là, À Abidjan? oui, Ah bah oui, parce que c'est moi qui ai payé mon billet, hein. oui. Donc là, on a fait, après, on a eu le temps, on a fait un reportage qui va sortir dans quelques, je suppose même parce qu'on a fini, la semaine prochaine, avec les autres athlètes, les escrimeuses qui doivent participer aux Jeux africains de la jeunesse à Dakar. Mhm. Voilà, donc dans quelques jours, voilà, je pense la semaine prochaine ou prochaine, tu vas voir ça sur nos médias, ceux qui vont prendre la relève dans quelques années. Ouais, super ça. Mais même là, Ouais. on a de la chance, on a aussi une autre franco-ivoirienne, Océane Taé. D'accord? Peut-être que tu sais son nom. Elle était aussi très forte équipe de France. Et là, elle rejoint du coup maintenant officiellement la Côte d'Ivoire. Elle sera au championnat d'Afrique là dans quelques semaines. Je sais après, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais pas à quel niveau elle est aujourd'hui, mais elle, faudra vraiment compter sur elle aussi pour 2028. C'est une D'accord. championne. Elle Ok. est Donc,
Et d'ici les 3 ans qui vont arriver, je la vois bien ramener un titre de championne d'Afrique, voire peut-être même des médailles sur des compétitions internationales. Elle est vraiment très forte à l'épée aussi. Ok, donc je compte sur toi pour qu'on puisse faire la mise en relation et puis voir comment est-ce qu'on va déjà échanger avec elle en ligne, vu Ouais, qu'elle est loin du pays. Et puis quand toi ou bien elle, elle sera au pays, on pourra faire un reportage en, je vais dire en direct face caméra. avec plaisir. On va essayer l'équipe de diversifier beaucoup plus, je vais dire les différentes disciplines à mettre en avant. La première fois qu'on avait fait un reportage sur l'escrime, c'était Kolia, voilà. C'était avec Kolia, je pense que c'était en 2019. Mhm. Ouais, Voilà, voilà, Marie, je crois que c'est Marie Kolia. Voilà. elle est, Donc, on va, elle est toujours là, je crois. Je sais plus si et elle continue toujours même. elle est toujours là. Donc, on va essayer de diversifier un peu plus. C'est vrai qu'après elle, on n'a plus véritablement eu la chance, ou bien nous-mêmes à notre niveau, surtout à notre niveau, de pouvoir retourner vers la fédération pour pouvoir mettre en avant cette discipline. Ouais, mais là, la fédération va mettre les choses bien en place, là, petit à petit. Les choses vont être carrées. Donc, je pense que ce sera plus simple aussi, même au niveau du contact, pour pouvoir, D'accord. puisque même Paul Alex, c'est quelqu'un, tu vois, qui a commencé au pays. Lui, il n'a pas commencé en Europe. Et ce qu'il arrive à faire pour quelqu'un qui a commencé au pays, c'est, imagine si on lui donne les moyens aussi pour qu'il réussisse. Il arrive à, il a réussi à battre le championnat d'Afrique il y a 2 ans, où ça met le corps d'un Marocain qui était à l'époque top 10. Même les Wow. Marocains pensaient que c'était quelqu'un qui s'entraînait à l'étranger. On lui a dit non, non, non. Si quelqu'un, il est là, il est à Abidjan. Rivera Palmeret. Donc, Wow, imagine si wow. lui, on lui donne les moyens, on lui donne des coachs qui sont forts. À Abidjan, là, maintenant, il y a des anciens tireurs, quand moi j'ai commencé, qui étaient plus vieux, qui ont arrêté, qui sont maintenant coachs. Certains ont des expertises un peu plus développées. Certains commencent à aussi bien connaître. Si on arrive aussi à les accompagner, les coachs, pour continuer à ce qu'ils se développent, des Paul Alex, on n'en aura pas qu'un. On pourra en avoir deux, trois, quatre. Ok, d'accord. Avant, ma dernière question avant que tu ne conclues, quelles sont les différences entre, parce que chez vous, il y a l'escrime, il y a le fleuret, il y a le sabre, je crois. Ouais. Ce sont, En fait, ce sont les... Mhm. l'escrime, c'est le sport. Et dans le sport, il y a trois armes. Le Ok, fleuret, on peut toucher que le ventre et le dos. Bras, tête, jambes, ça compte pas. Et il y a des ok, règles. Il y a des règles à chaque fois de priorité. Qui attaque, qui défend, tout ça, tout ça. Sabre, il y a pareil de priorité. Et on touche que le haut du corps. Juste les jambes qui d'accord, comptent pas. Et l'épée, où là, il n'y a pas de règle de priorité, c'est celui qui allume qui a le point. Si les deux allument, les deux ont le point. Et là, on peut toucher de la tête aux pieds. Tu peux toucher la tête, d'accord, le doigt de pied, tu peux même toucher ton ex à côté, là, bam, ça va fonctionner. d'accord. Et toi, c'est dans laquelle des disciplines Fleuret. tu es plus J'ai fort? commencé au fleuret. Moi, je suis au Ok, fleuret. Il y a Maxine Esteban aussi qui a fait les Jeux Olympiques avec nous, qui est au fleuret aussi. Océane, elle est à l'épée. Et Paul Alex est à l'épée. Puis il y a aussi, par exemple, Emmanuel Quadio qui est au sabre aussi. Donc il y en a d'autres. On est un peu diversifié, on a de la chance, on est un peu diversifié. Mais après, faut que tout le monde décide d'avancer dans la même direction. En fait, c'est ça le plus important pour qu'on devienne fort. Faut ouais, que, faut que la fédération, les coachs et les athlètes, on avance tous dans la même direction. Et là, c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment bien se développer. d'accord. Donc, je vais te laisser conclure avec le mot de fin. Moi, à chaque fois, je dis, on a toujours notre cri d'équipe, nous. À chaque fois qu'on est au championnat d'Afrique, étant capitaine, on a notre cri d'équipe. On conclut toujours avec 225, il y a foy. Ça, c'est notre cri d'équipe. Conclure avec ça, 225, il y a foy. D'accord, ok. Donc, merci bien, Jérémy Fafa Kirouel, de nous avoir accordé ce temps. Là, il est quelle heure aux États-Unis? Ah, moi, je suis en Pardon. France. Ouais, il est 21h, 21h23 là. Presque 21h30. Ok, d'accord. Ok, donc je vais te laisser aller prendre le dîner. Merci en Exactement. tout cas
de nous avoir ouvert les portes de ta discipline. Là, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup sur la discipline, sur le calendrier, comment ça marche, surtout même sur je dis, ton quotidien. Voilà. Mhm. Et on reste en contact. Bien Voilà. sûr, Tu continues comme tu l'as toujours fait de nous donner et de nous partager ton quotidien. Nous, on va essayer de pousser un peu plus, je dis, le contenu avec des shorts par rapport à tout ce que tu as dit, quelques découpes, bien sûr. et en espérant que ça puisse t'aider au ministère, au niveau de la fédération, et puis avec des MAC, des institutions, je dis de tout type, que ce soit sportive, C'est ça. financière et tout, qui vont vouloir s'associer à tout ce que tu représentes comme valeur, travail, passion, résilience et tout. Exactement. Ah, t'as trouvé trois bons termes. D'accord, ok. Jérémy, merci beaucoup, Kiroku, et bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée à toi aussi.